Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, au Sahel, la Mauritanie intensifie sa coopération sécuritaire régionale à travers une tournée diplomatique dans plusieurs pays de la zone. En République démocratique du Congo, l'opposition dénonce une tentative de maintien au pouvoir après l'adoption d'un projet de loi ouvrant la voie à un référendum. Et puis, mondial 2026, le Ghanéen Thomas Partey reste interdit de séjour au Canada après le rejet de son parcours judiciaire. Apprendre chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je l'annonçais en titre, la Mauritanie multiplie les initiatives diplomatiques dans la région. Le ministre de la Défense, Elena Ould Sidi, effectue une tournée dans 4 pays sahéliens: le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération sécuritaire face à l'insécurité persistante dans la zone, alors que les États sahéliens cherchent à mieux coordonner leurs efforts. Le ministre mauritanien de la Défense, tournée entamée hier au Mali et qui se poursuit au Niger, au Burkina Faso et au Tchad. Au programme pour Elena Ould Sidi, des entretiens avec les différents chefs d'État sur les thèmes sécuritaires et de coopération régionale. Correspondance Serge Daniel. Selon l'entourage du ministre mauritanien de la Défense, son périple dans les 4 pays vise à redynamiser la coopération régionale en matière de sécurité. La Mauritanie, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad ont créé ensemble en 2014 le G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme dans l'espace sahélo-saharien. Dénonçant une organisation qui peine à atteindre ses objectifs, le Mali en 2022 et l'année suivante, le Burkina Faso et le Niger ont claqué la porte de l'organisation en mettant fin à son existence. Le ministre mauritanien de la Défense, Elena Ould Sidi, par son déplacement, veut-il relancer l'organisation? Son entourage se veut prudent et insiste plutôt sur la nécessité d'harmoniser, de coordonner dans la région la lutte contre le terrorisme. Les 3 pays qui ont quitté l'organisation sont désormais membres de l'Alliance des États du Sahel, AES. Vu du côté mauritanien, cela ne doit pas empêcher une collaboration. Lors de l'étape malienne de sa tournée, le ministre Elena Ould Sidi, dont le pays
à une frontière avec le Mali, a remis une lettre personnelle de son président au chef de la junte malienne, le général Assimi Goïta. Serge Daniel, Dakar. En République démocratique du Congo, à présent, l'opposition congolaise a vivement réagi après l'adoption par le Sénat d'un projet de loi ouvrant la voie à un référendum. Elle y voit une manœuvre politique susceptible de prolonger le maintien au pouvoir du président Félix Tshisekedi et appelle au retrait du texte. Plus de détails dans cet élément. L'opposition congolaise a vivement réagi mardi à l'adoption d'un projet de loi susceptible d'ouvrir la voie à un troisième mandat pour le président Félix Tshisekedi, dénonçant une manœuvre visant à confisquer le pouvoir. Le texte approuvé lundi par le Sénat et l'Assemblée nationale permettrait d'organiser un référendum sur une nouvelle constitution dans laquelle les mandats déjà accomplis par le président Tshisekedi ne seraient tout simplement pas enregistrés. Il ne manque plus que la signature du chef de l'État pour que la réforme entre en vigueur. Au pouvoir depuis 2019, Félix Tshisekedi a d'ores et déjà annoncé sa volonté de briguer un troisième mandat si les électeurs valident cette réforme constitutionnelle, sans qu'aucune date de référendum ne soit pour l'heure arrêtée. Pourtant, la constitution congolaise interdit toute révision des dispositions relatives à la limitation des mandats présidentiels. Le projet de loi contourne cet obstacle en autorisant le président à modifier la loi fondamentale en cas de dysfonctionnement majeur, paralysant les institutions. L'opposition désormais appelle à la démission du président Félix Tshisekedi. Mondial 2026, le milieu de terrain ghanéen Thomas Partey ne pourra pas se rendre au Canada pour disputer le premier match de sa sélection. Son recours judiciaire a été rejeté mardi, une décision qui intervient alors qu'il doit comparaître au Royaume-Uni dans une affaire d'accusation de viol. Reportage à suivre. Recours rejeté pour Thomas Partey qui ne sera pas autorisé à entrer au Canada pour la Coupe du Monde. Le milieu de terrain ghanéen qui doit comparaître au Royaume-Uni pour des accusations de viol s'était déjà vu refuser le visa il y a quelques jours. Les Black Stars rassemblés à Toronto en vue du match contre le Panama ce mercredi devront composer sans l'un de leurs meilleurs atouts en milieu de terrain. Mardi, les autorités ghanéennes ont déposé une demande d'injonction devant le tribunal fédéral du Canada afin de faire annuler la décision d'Ottawa. Cependant, la chaîne CBC a indiqué que le juge avait rejeté le recours, décision que le ministre ghanéen des Affaires étrangères a qualifiée de despotique et extrêmement injuste. Interrogé à son tour sur l'éventuelle absence de Thomas Partey, le sélectionneur du Panama, Thomas Christiansen, a déclaré qu'il estimait que le Ghana resterait un adversaire redoutable, même sans l'ancien joueur d'Arsenal, devenu sociétaire de Villarreal. En Afrique du Sud, des ressortissants malawiens ont été évacués d'un centre d'hébergement à Durban dans un contexte de tensions liées à l'immigration. Plus de détails dans cet élément. Des Malawiens ont été évacués de leur centre d'hébergement temporaire à Durban à la suite d'une récente vague de violences anti-immigrés en Afrique du Sud. Ces dernières semaines, des foules de Sud-Africains armés de bâtons, de fouets et de boucliers ont défilé dans plusieurs régions du pays, ordonnant aux étrangers dépourvus de titre de séjour de quitter le territoire avant le 30 juin. À cause de la xénophobie, je rentre dans mon pays. Les craintes croissantes en matière de sécurité ont incité les citoyens du Malawi, ainsi que ceux du Nigeria, du Ghana, du Zimbabwe et du Mozambique, à accepter le rapatriement volontaire organisé par leur gouvernement. On ressent une certaine frustration, comme vous le voyez. On leur a fourni de la nourriture, mais la vie est trop dure ici. Côté hygiène, c'est difficile. Il y a quelques toilettes, mais ce n'est pas suffisant. Mardi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exhorté ses concitoyens à ne pas jeter la responsabilité des problèmes du pays sur les migrants, à la suite de cette vague de troubles et de violences anti-immigrés. En Ukraine, la guerre se poursuit. Au moins 7 personnes ont été tuées dans les régions de Zaporizhia et Kherson après de nouvelles frappes. Les autorités ukrainiennes indiquent que 119 drones ont été lancés par la Russie dans la nuit, dont la majorité a été interceptée. Une frappe de drone russe sur la ville de Zaporizhia dans le sud-est de l'Ukraine a fait au moins un mort et 7 blessés, ont indiqué les services d'urgence ce mercredi matin.
Les autorités régionales ont indiqué que la Russie avait mené 5 frappes sur la ville, provoquant des incendies et endommageant des infrastructures civiles. L'une de ces frappes a provoqué un important incendie dans un immeuble résidentiel de 3 étages selon les services d'urgence nationaux ukrainiens. Ceux-ci ont ajouté que les secouristes avaient été contraints de se mettre à l'abri à plusieurs reprises, les attaques se poursuivant pendant les opérations de sauvetage. Les frappes russes ont également fait au moins 4 morts dans l'oblast de Donetsk et au moins 2 dans celui de Kherson. La région de Soumy n'a pas été épargnée par les frappes nocturnes, au moins 4 personnes ont été blessées. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé pendant la nuit quelques 119 drones, dont 97 ont été interceptés. 20 impacts ont malgré tout été enregistrés sur 11 sites. Ces frappes sont survenues alors que les dirigeants du G7 s'apprêtent à entamer leur dernière journée de sommet à Évian, où, dans un rare moment de convergence, ils ont approuvé une déclaration réaffirmant leur soutien à l'Ukraine et à sa population. Et puis, une dernière actualité pour boucler ce journal. Donald Trump a suggéré que la Syrie pourrait s'occuper du Hezbollah au Liban à la place d'Israël. Une déclaration qui intervient dans un contexte régional tendu, tandis que le président syrien Ahmad al-Shara a rejeté toute intention d'intervention. Plus de détails dans cet élément. Ce mardi, en marge du sommet du G7, Donald Trump a suggéré à Israël de laisser la Syrie s'occuper du Hezbollah au Liban. Le président américain a ouvertement critiqué la stratégie de Benjamin Netanyahou, tout en vantant les mérites du dirigeant syrien Ahmed al-Shara, qu'il apprécie particulièrement. L'homme qui dirige la Syrie aujourd'hui est quelqu'un que j'ai mis en place avec le président Erdogan et d'autres. Ce n'est pas un enfant de cœur, mais il a fait un travail incroyable pour remettre de l'ordre et il est très bon avec le Hezbollah. Il ne les aime pas et je vais vous dire, Israël se bat contre le Hezbollah depuis trop longtemps et trop de gens sont tués. Et vous n'êtes pas obligé de raser un immeuble à chaque fois que vous cherchez quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de gens dans ces immeubles et ils ne font pas tous partie du Hezbollah. Les relations se sont nettement tendues récemment entre le dirigeant israélien et le président américain. Donald Trump reproche à Israël de mettre en péril le fragile compromis trouvé avec Téhéran après de nouvelles frappes israéliennes ce dimanche à Beyrouth. Sans nous, sans les États-Unis, il n'y aurait pas d'Israël. Sans moi, il n'y aurait pas d'Israël. J'ai eu une excellente relation avec Bibi. Mais maintenant, je ne suis pas content de la façon dont Israël s'est comporté avec le Liban et avec le Hezbollah. Ils auraient dû pouvoir faire le travail plus rapidement. Donald Trump avait déjà évoqué début juin une possible action de la Syrie contre le Hezbollah pro-iranien dans le pays voisin, avec lequel elle partage une longue frontière terrestre. La Syrie est dirigée depuis fin 2024 par des autorités islamistes hostiles au Hezbollah, qui était l'allié du président renversé Bachar al-Assad. Mais pour l'instant, le président Ahmed al-Shara affirme que Damas n'a aucune intention d'intervenir au Liban. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de m'avoir suivi et très belle suite de programme à vous.